Chapitre 5. Les Dénichoiseaux. C'est à peu près vers cette journée de samedi, passée par sieur Clubin à Torteval, qu'il faut rapporter un fait singulier, peu ébruité d'abord dans le pays, et qui ne transpira que longtemps après. Car beaucoup de choses, nous venons de le remarquer, restent inconnues à cause même de l'effroi qu'elles ont fait à ceux qui en ont été témoins. Dans la nuit du samedi au dimanche, nous précisons la date et nous la croyons exacte, 3 enfants escaladèrent l'escarpement de Plainmont. Ces enfants s'en retournaient au village. Ils venaient de la mer. C'était ce qu'on appelle dans la langue locale des dénichoiseaux. Lisez des nids qui est rond et pointu et qui ressemble à un bonnet de magicien. Pourquoi ces enfants revenaient-ils si tard? Rien de plus simple. Ils étaient allés à la chasse au nid de mauve dans le tas de bois d'aval. La saison ayant été très douce, les amours des oiseaux commençaient de très bonne heure. Ces enfants, guettant les allures des mâles et des femelles autour des gîtes, et distraits par l'acharnement de cette poursuite, avaient oublié l'heure, le flux les avait cernés. Ils n'avaient pu regagner à temps la petite anse où ils avaient amarré leur canot, et ils avaient dû attendre sur une des pointes du tas de bois que la mer se retirât. De là leur rentrée nocturne. Ces rentrées-là sont attendues par la fiévreuse inquiétude des mères, laquelle, rassurée, dépense sa joie en colère, et, grossie dans les larmes, se dit si pantaloche. Aussi se hâtaient-ils, assez inquiets. Ils avaient cette manière de se hâter qui s'attarderait volontiers, et qui contient un certain désir de ne pas arriver. Ils avaient en perspective un embrassement compliqué de gifles. Un seul de ces enfants n'avait rien à craindre, c'était un orphelin. Ce garçon était français, sans père ni mère, et content en cette minute-là de n'avoir pas de mère. Personne ne s'intéressant à lui, il ne serait pas battu. Les 2 autres étaient guernesiais, et de la paroisse même de Torteval. La haute croupe de roches escaladées, les 3 dénichoiseaux parvinrent sur le plateau où est la maison visionnée. Ils commencèrent par avoir peur, ce qui est le devoir de tout passant, et surtout de tout enfant, à cette heure et dans ce lieu. Ils eurent bien envie de se sauver à toutes jambes, et bien envie de s'arrêter pour regarder. Ils s'arrêtèrent. Ils regardèrent la maison. Elle était toute noire et formidable. C'était au milieu du plateau désert un bloc obscur, une excroissance symétrique et hideuse, une haute masse carrée à angles rectilignes, quelque chose de semblable à un énorme autel de ténèbres. La première pensée des enfants avait été de s'enfuir, la seconde fut de s'approcher. Ils n'avaient jamais vu cette maison-là à cette heure-là. La curiosité d'avoir peur existe. Ils avaient un petit Français avec eux, ce qui fit qu'ils approchèrent. On sait que les Français ne croient à rien. D'ailleurs, être plusieurs dans un danger rassure. Avoir peur à 3 encourage. Et puis, on est chasseur, on est enfant. À 3 qu'on est, on n'a pas 30 ans. On est en quête, on fouille, on épie les choses cachées. Est-ce pour s'arrêter en chemin? On avance sa tête dans ce trou-ci. Comment ne point l'avancer dans ce trou-là? Qui est en chasse subit un entraînement. Qui va à la découverte est dans un engrenage. Avoir tant regardé dans le nid des oiseaux, cela donne la démangeaison de regarder un peu dans le nid des spectres. Fureter dans l'enfer, pourquoi pas? De gibier en gibier, on arrive aux démons. Après les moineaux, les farfadets. On va savoir à quoi s'en tenir sur toutes ces peurs que vos parents vous ont faites. Être sur la piste des contes bleus, rien n'est plus glissant. En savoir aussi long que les bonnes femmes, cela tente. Tout ce pêle-mêle d'idées, à l'état de confusion et d'instinct dans la cervelle des dénichoiseaux guernesiais, eut pour résultante leur témérité. Ils marchèrent vers la maison.
Du reste, le petit qui leur servait de point d'appui dans cette bravoure en était digne. C'était un garçon résolu, apprenti calfa. De ses enfants déjà hommes, couchant au chantier sur de la paille dans un hangar, gagnant sa vie, ayant une grosse voix, grimpant volontiers aux murs et aux arbres, sans préjugés vis-à-vis des pommes près desquelles il passait, ayant travaillé à des radoupes de vaisseaux de guerre, fils du hasard, enfant de raccrocs, orphelin gai, né en France et on ne savait tout. Deux raisons pour être hardi, ne regardant pas à donner un double à un pauvre, très méchant, très bon, blond jusqu'aux roux, ayant parlé à des Parisiens. Pour le moment, il gagnait un chelin par jour à calfater des barques de poissonniers, en réparation aux becqueries. Quand l'envie lui en prenait, il se donnait des vacances, et allait dénicher des oiseaux. Tel était le petit Français. La solitude du lieu avait on ne sait quoi de funèbre. On sentait là l'inviolabilité menaçante. C'était farouche. Ce plateau, silencieux et nu, dérobait à très courte distance dans le précipice sa courbe déclive fuyante. La mer en bas se taisait. Il n'y avait point de vent, les brins d'herbe ne bougeaient pas. Les petits dénichoiseaux avançaient à pas lents, l'enfant français en tête, en regardant la maison. L'un d'eux, plus tard, en racontant le fait, ou l'à peu près qui lui en était resté, ajoutait « Elle ne disait rien ». Ils s'approchaient en retenant leur haleine comme on approcherait d'une bête. Ils avaient gravi le roidillon qui est derrière la maison et qui aboutit du côté de la mer à un petit isthme de rochers peu praticable. Ils étaient parvenus assez près de la masure, mais ils ne voyaient que la façade sud qui est toute murée. Ils n'avaient pas osé tourner à gauche, ce qui les eût exposés à voir l'autre façade où il y a deux fenêtres, ce qui est terrible. Cependant, ils s'enhardirent. L'apprenti Calfa leur ayant dit tout bas « Virons à bâbord. C'est ce côté-là qui est le beau, il faut voir les deux fenêtres noires. » Ils virèrent à bâbord et arrivèrent de l'autre côté de la maison. Les deux fenêtres étaient éclairées. Les enfants s'enfuirent. Quand ils furent loin, le petit Français se retourna. « Tiens, dit-il, il n'y a plus de lumière. » En effet, il n'y avait plus de clarté aux fenêtres. La silhouette de la masure se dessinait, découpée comme à l'emporte-pièce, sur la lividité diffuse du ciel. La peur ne s'en alla point, mais la curiosité revint. Les dénichoiseaux se rapprochèrent. Brusquement, aux deux fenêtres à la fois, la lumière se refit. Les deux gars de Torteval reprirent leurs jambes à leur cou et se sauvèrent. Le petit Satan de Français n'avança pas, mais ne recula pas. Il demeura immobile, faisant face à la maison et la regardant. La clarté s'éteignit, puis brilla de nouveau. Rien de plus horrible. Le reflet faisait une vague traînée de feu sur l'herbe mouillée par la buée de la nuit. À un certain moment, la lueur dessina sur le mur intérieur de la masure de grands profils noirs qui remuaient et des ombres de têtes énormes. Du reste, la masure était sans plafond ni cloison, et n'ayant plus que les 4 murs et le toit, une fenêtre ne peut pas être éclairée sans que l'autre le soit. Voyant que l'apprenti Calfa restait, les deux autres dénichoiseaux revinrent, pas à pas, l'un après l'autre, tremblants, curieux. L'apprenti Calfa leur dit tout bas « Il y a des revenants dans la maison. J'ai vu le nez d'un. » Les deux petits de Torteval se blottirent derrière le Français, et haussés sur la pointe du pied, par-dessus son épaule, abrités par lui, le prenant pour bouclier, l'opposant à la chose, rassurés de le sentir entre eux et la vision, ils regardèrent, eux aussi. La masure de son côté semblait les regarder. Elle avait, dans cette vaste obscurité muette, 2 prunelles rouges. C'étaient les fenêtres.
La lumière s'éclipsait, reparaissait, s'éclipsait encore, comme font ces lumières-là. Ces intermittences sinistres tiennent probablement au va-et-vient de l'enfer. Cela s'entr'ouvre, puis se referme. Le soupirail du sépulcre a des effets de lanterne sourde. Tout à coup, une noirceur très opaque, ayant la forme humaine, se dressa sur l'une des fenêtres, comme si elle venait du dehors, puis s'enfonça dans l'intérieur de la maison. Il sembla que quelqu'un venait d'entrer. Entrer par la croisée, c'est l'habitude des alleurs. La clarté fut un moment plus vive, puis s'éteignit et ne reparut plus. La maison redevint noire. Alors il en sortit des bruits. Ces bruits ressemblaient à des voix. C'est toujours comme cela. Quand on voit, on n'entend pas. Quand on ne voit pas, on entend. La nuit sur la mer a une taciturnité particulière. Le silence de l'ombre est là, plus profond qu'ailleurs. Lorsqu'il n'y a ni vent ni flot, dans cette remuante étendue où d'ordinaire on n'entend pas voler les aigles, on entendrait une mouche voler. Cette paix sépulcrale donnait un relief lugubre au bruit qui sortait de la masure. « Voyons voir, » dit le petit Français, et il fit un pas vers la maison. Les deux autres avaient une telle peur qu'ils se décidèrent à le suivre. Ils n'osaient plus s'enfuir tout seuls. Comme ils venaient de dépasser un assez gros tas de fagots qui, on ne sait pas pourquoi, les rassurait dans cette solitude, une chevêche s'envola d'un buisson. Cela fit un froissement de branches. Les chevêches ont une espèce de vol louche, d'une obliquité inquiétante. L'oiseau passa de travers près des enfants, en fixant sur eux la rondeur de ses yeux clairs dans la nuit. Il y eut un certain tremblement dans le groupe derrière le petit Français. Il apostropha la chevêche. « Moineau, tu viens trop tard. Il n'est plus temps. Je veux voir. » Et il avança. Le craquement de ses gros souliers cloutés sur les ajoncs n'empêchait pas d'entendre les bruits de la masure qui s'élevait et s'abaissait, avec l'accentuation calme et la continuité d'un dialogue. Un moment après, il ajouta « D'ailleurs, il n'y a que les bêtes qui croient aux revenants. » L'insolence dans le danger rallie les traînards et les pousse en avant. Les deux gars de Torteval se remirent en marche, emboîtant le pas à la suite de l'apprenti Calfa. La maison visionnée leur faisait l'effet de grandir démesurément. Dans cette illusion d'optique de la peur, il y avait de la réalité. La maison grandissait en effet, parce qu'ils s'en approchaient. Cependant, les voix qui étaient dans la maison prenaient une saillie de plus en plus nette. Les enfants écoutaient, l'oreille aussi à ces grossissements. C'était autre chose qu'un murmure, plus qu'un chuchotement, moins qu'un brouhaha. Par instants, une ou deux paroles clairement articulées se détachaient. Ces paroles, impossibles à comprendre, sonnaient bizarrement. Les enfants s'arrêtaient, écoutaient, puis recommençaient à avancer. « C'est la conversation des revenants, » murmura l'apprenti Calfa. « Mais je ne crois pas aux revenants. » Les petits de Torteval étaient bien tentés de se replier derrière le tas de fagots, mais ils en étaient déjà loin, et leur ami le Calfa continuait de marcher vers la masure. Il tremblait de rester avec lui, et il n'osait pas le quitter. Pas à pas, et perplexe, il le suivait.